Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Ozano, je suis journaliste spécialiste des enjeux qui croisent l'écologie et l'économie depuis une dizaine d'années. Et j'essaye de donner une perspective globale aux enjeux qui tournent autour de la transition énergétique. Donc, je viens de le dire, c'est des enjeux qui sont à la fois économiques et écologiques. Quand on croise les deux, on tombe sur l'enjeu de l'énergie, et au cœur de cette problématique de l'énergie, en plein milieu, il y a une source d'énergie abondante et pas chère qu'on appelle le pétrole. Donc là, aujourd'hui, l'angle que j'ai choisi pour illustrer cette imbrication entre les enjeux climatiques, énergétiques, politiques et même géopolitiques, c'est un angle historique. En fait, il se trouve que je sors à la découverte une histoire du pétrole dont le fil rouge, c'est un peu d'interpréter l'histoire du XXe siècle à travers la nécessité pour toute puissance d'accéder à des ressources en énergie adéquates pour effectuer cette puissance. Donc on constate que là, on a tout de suite une question qui enchevêtre très étroitement de la géologie, de la thermodynamique, de la politique, de l'économie et de la géopolitique. Donc je vais essayer d'illustrer ça à travers un certain nombre d'exemples saillants montrant qu'au cours du XXe siècle, à une époque où l'énergie était en surabondance par rapport aux besoins de la grande machinerie thermo-industrielle, à quel point cet enjeu de l'accès à l'énergie a été cardinal, a déterminé bien des chemins d'évolution de notre société industrielle. La question étant, bien entendu, qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce qui se passera inexorablement un jour ou l'autre lorsque les ressources en énergie, de gré ou de force, de gré parce qu'on aura voulu éviter un réchauffement de 2 degrés de notre atmosphère, ou de force pour des raisons de limite géologique de l'accès aux énergies fossiles, on sera obligé de changer fondamentalement, probablement, nos systèmes techniques. Donc là, j'ai mis une phrase en exergue qui est inscrite à l'entrée du musée du pétrole en Chine. La Chine populaire a développé son pétrole à partir des années 50, à un endroit où les Japonais étaient venus la chercher, en Mandchourie, mais ne l'avaient pas trouvée. Et pour les Chinois, vous lisez cette phrase, pour les tenants de l'effectuation de la puissance chinoise, cette découverte du pétrole chinois, la Chine est un producteur très important de pétrole, mais en importe encore beaucoup plus, cette découverte a eu un rôle, a marqué un point décisif dans l'émergence de la puissance chinoise. Alors une relation compacte, ce qui était écrit à l'entrée du musée chinois du pétrole. Le pétrole a une relation compacte avec la puissance économique, politique et militaire d'une nation. Une relation compacte, ça veut dire quoi? Là, vous avez le PIB mondial, l'évolution des taux de croissance du PIB mondial, de l'énergie et du pétrole. Vous voyez en première analyse que tout ça fonctionne de conserve. Alors, où est la poule, où est l'œuf là-dedans? En tout cas, là, on a un premier aperçu qui nous permet de comprendre que jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à aujourd'hui, modulo l'efficacité énergétique, on ne sait pas faire de croissance sans énergie, sans croissance de la consommation d'énergie. Ça, c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale. On peut dire que dans les pays de l'OCDE, en France en particulier et en Europe, on a une tendance à la décroissance de la consommation de pétrole. Les tendances sont moins nettes sur l'ensemble des flux énergétiques. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un pays post-industriel, largement, et que l'essentiel des trucs et des machins que nous achetons sont fabriqués en Chine, pour ne pas la nommer, avec un input énergétique dans la machine chinoise qui est fantastique. Vous savez qu'en une décennie, la Chine est devenue le premier importateur de pétrole mondial et le premier émetteur de CO2 au monde. Et si ils ont fait ça, c'est parce que nos banques sont allées investir là-bas pour redévelopper un appareil industriel
capable d'assouvir nos besoins de consommateurs postmodernes. Alors, une relation compacte. Explorons encore un petit peu cette notion. J'aime bien donner cette image que l'afflux d'énergie abondante et pas chère, nommée pétrole, à un moment décisif de l'émergence de la société technique, à partir de la fin du XIXe siècle, a été un petit peu comme du sucre déversé sur une fourmilière. Vous comprenez bien que l'activité d'une fourmilière, si elle n'a pas, avec ou sans un énorme pain de sucre en plein milieu de son terrain d'activité, cette activité sera tout à fait différente. Donc là, vous avez en X la consommation d'énergie et en ordonnée le PIB mondial. Encore une fois, alors ça n'est pas un élément explicatif, c'est un élément, comme on appelle ça, heuristique, mais vous voyez quand même que les deux fonctionnent à nouveau de conserve. Donc, par conséquent, cette courbe-là, qui est la courbe de la production mondiale de pétrole, elle suit à peu près l'évolution de la courbe du PIB mondial depuis le début de la révolution industrielle, enfin là, depuis 1900. Et vous constatez que, notamment, la période historique où on avait des taux de croissance parfois à 2 chiffres, la période après laquelle soupirent tous nos dirigeants industriels et politiques, à voir probablement très intimement avec le fait que les 30 Glorieuses ont coïncidé avec une phase de développement littéralement exponentiel de la production de pétrole. Et nous, donc, nous sommes ici en 2014, et à partir de là, vous savez très bien que plusieurs chemins s'ouvrent à nous. Le business as usual, pas de limite physique au développement de l'industrie pétrolière, et par là, quelque part, de la croissance mondiale. Et puis deux chemins totalement divergents qui nous feraient rentrer dans une période historique sans doute nouvelle, dans deux chemins dans lesquels, dans la première, le changement est imposé politiquement, de gré, et dans le second, il est imposé par la physique, de force. Là, cette courbe jaune, c'est le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, qu'ils appellent 450 ppm. L'idée étant derrière que ça serait la production pétrolière qui serait en adéquation avec la nécessité de rester en deçà d'un réchauffement climatique de 2 degrés Celsius. Et la courbe verte, c'est la courbe d'une des personnes qui a fait émerger la question du pic pétrolier. Combien ici ne sont pas familiers de cette notion de pic pétrolier? Comme ça, je l'explique. Tout le monde sait ce que c'est que le pic pétrolier? Super. Donc ça, c'est une hypothèse de Jean Laherrère, qui a été un très grand géologue chez Total, qui a découvert notamment le pétrole d'Algérie, dont on va reparler un peu plus tard, dont les travaux en géophysique ont abouti à la découverte des principales ressources pétrolières en Algérie. Pour lui, compte tenu des données dont il dispose, on se dirige tout droit vers un déclin de la production pétrolière à l'horizon 2020. La vérité se situe probablement quelque part entre cette courbe verte et cette courbe rouge. Pour mémoire, la courbe rouge, celle du business as usual, donc qui est issue du dernier rapport de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie. L'essentiel de la croissance qui est là, ce ne sont pas les pétroles de schiste, ce n'est pas le pétrole arctique, ce n'est pas non plus le pétrole offshore ultra profond qu'on va chercher aujourd'hui à 10 km en dessous de la surface des flots au large du Brésil. C'est pour l'essentiel, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, l'Irak. L'Irak est la dernière grande source de pétrole conventionnel sous-exploitée aujourd'hui, et la planète pétrole dépend fondamentalement, en tout cas en dernier ressort, de la capacité de l'Irak et des autres grands pays du Golfe Persique qui détiennent l'essentiel des ressources encore disponibles de pétrole conventionnel, de la capacité de ces pays, donc de l'Irak, de l'Arabie Saoudite aussi, de l'Iran, du Koweït, on y reviendra, à développer suffisamment notre production pour continuer à alimenter, comme on l'a fait depuis un siècle, la grande machinerie thermo-industrielle. Alors on va explorer un peu, les tenants de cette divergence. Où est-ce que se situe la vérité? Alors,
Dans un premier temps, je vais juste, en guise de rappel, ce que je vous disais, souligner à quel point l'accès au pétrole a joué un rôle déterminant dans l'histoire du XXe siècle. Alors, je vais l'illustrer très rapidement. Alors, je viens d'en pondre un bouquin de 600 pages, donc si vous voulez explorer ça en détail, libre à vous d'aller en librairie à partir de demain. Mais voilà, quelques exemples. Lord Curzon, c'est un grand diplomate britannique qui a été vice-roi des Indes, qui a été patron de la diplomatie et qui a notamment participé très activement aux accords de paix post-Première Guerre mondiale. Il a dit ça. Il a dit, on pourrait dire d'une certaine façon que la victoire des Alliés s'est faite sur une vague de pétrole, la vague du pétrole américain bien entendu, qui a permis notamment de briser la guerre des tranchées grâce à l'arrivée des cavaleries mécaniques. Vous avez ici la photo du char Renault FT, qui était aussi le char du général Patton, qui a participé aussi à la Première Guerre mondiale. Seconde citation, là en photo, donc ça c'est le président ce qu'on appelle en France les années folles. Aux États-Unis, on n'appelle pas ça les années folles, on appelle ça les Roaring Twenties. Donc les années 20 rugissantes comme le lion de la métro Goldwyn-Mayer ou rugissantes comme le moteur d'une voiture. Et Calvin Coolidge, il a eu cette intuition qui va être confirmée en permanence par toute la diplomatie américaine pendant tout le XXe siècle, de se dire, finalement, la puissance d'une nation, elle semble être fonction de sa capacité à mettre la main sur des réserves de pétrole adéquates. Les années 20, c'est intéressant, la fourmilière États-Unis arrive au maximum de ce qu'elle peut produire comme pétrole, et elle devient structurellement importatrice de pétrole à partir de ce moment-là. Alors très faiblement à l'époque, elle va le devenir de plus en plus à mesure que la croissance durant les 30 Glorieuses américaines va exploser et va nécessiter pour les États-Unis de projeter de plus en plus leur diplomatie du pétrole loin des frontières américaines. On va reparler de l'Arabie Saoudite. Mais cette notion qu'il faut mettre la main sur les ressources en énergie adéquates pour effectuer la puissance potentielle d'une nation, elle est très présente, jusqu'à y compris dans l'esprit du président des États-Unis dans les années 20. Le successeur de Calvin Coolidge, le président Hoover, se trouve être un géologue qui a notamment beaucoup travaillé dans la prospection pétrolière. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État de premier plan comme ça, dont le bagage universitaire, la formation était une formation de géologue. Pour les tintinophiles, le pays de l'or noir, on connaissait Tintin au pays de l'or noir, le vrai pays de l'or noir, ce sont les États-Unis. Il n'y a aucun pays... On a foré aux États-Unis 2 fois plus de puits de pétrole que n'importe où ailleurs sur Terre. Donc il est évident, compte tenu de ce que... Enfin, on peut facilement conclure, compte tenu de ce que je vous ai déjà expliqué, que la puissance américaine a beaucoup à voir avec le fait qu'ils ont été, pendant l'essentiel du XXe siècle, les premiers producteurs pétroliers mondiaux. Autre exemple, Adolf Hitler, les 2 grandes batailles, je vais aller plus vite, les 2 grandes batailles du XXe siècle, les deux batailles les plus emblématiques, disons, de la Seconde Guerre mondiale, Stalingrad et Pearl Harbor, on peut considérer que c'est les 2 batailles les plus célèbres, ont à voir, très directement dans le cas de Stalingrad, indirectement dans le cas de Pearl Harbor, avec la volonté de l'Allemagne dans un cas et du Japon dans l'autre, de mettre la main sur des ressources en énergie abondante et pas chère, nommée pétrole, adéquates pour effectuer leur puissance militaire. Stalingrad, le but très explicite, stratégique, c'est de mettre la main sur Bakou et la Caspienne, qui constituent à l'époque la plus belle ressource en pétrole en Eurasie. Et l'idée des stratèges nippons, lorsqu'ils se lancent dans l'attaque de Pearl Harbor, c'est de repousser au maximum la marine américaine dans le Pacifique pour pouvoir fondre sur les Indes néerlandaises, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie, qui disposait des plus belles ressources pétrolières à l'époque. La marine nippone, avant de faire ce choix stratégique, elle était coincée parce qu'elle était dépendante à 100% du pétrole américain et plus précisément du pétrole de Californie. Donc s'ils voulaient s'affranchir
de la puissance américaine, il fallait impérativement, non pas qu'ils mettent la main sur du charbon, parce que ce n'est pas assez efficace pour avoir une marine de guerre compétitive, mais il leur fallait du pétrole. Harold Ickes, qui était le ministre de l'Intérieur de Roosevelt et qui a été en charge de toute l'administration de guerre du pétrole américain, s'est inquiété dans le courant de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les États-Unis développent leur production comme ils ne l'avaient jamais fait jusqu'à présent pour un cas de force majeure qui s'appelle la guerre en Europe. Pour pouvoir alimenter les Alliés, ils vont développer de manière frénétique leur industrie. Et ce grand homme d'État, Harold Ickes, qui a été un partenaire de l'administration Roosevelt pendant les différents mandats du président Roosevelt, a dit ceci: la couronne de l'Amérique, symbole de suprématie en tant qu'empire mondial du pétrole, c'est comme ça qu'il définit ce que c'est que les États-Unis, est en train de lui glisser sur les yeux. Et il faut impérativement que très rapidement, nous mettions la main sur de nouvelles ressources, de manière à ne pas dilapider les ressources pétrolières américaines dans des exportations. Le plan Marshall, de mémoire, je crois que c'est 1/5 des achats du plan Marshall qui sont constitués par des achats de produits pétroliers. La moitié du tonnage de ce qui est transporté par la flotte américaine et par les cargos, les Liberty Ships, qui fonctionnaient d'ailleurs au fioul, à travers l'Atlantique pour alimenter le théâtre de guerre en Europe, la moitié de ce tonnage, donc des hommes, des munitions, des chars d'assaut, des pièces de rechange, etc., la moitié de ce tonnage, ce sont des produits pétroliers, carburant, lubrifiants, etc. Donc il faut, d'après Ickes, très rapidement mettre la main sur de nouvelles ressources de manière à épargner le cadeau de la nature que constituent les ressources pétrolières du Texas, d'Oklahoma, de Californie. Ça va être fait très rapidement après, sur l'injonction très pressante de l'US Navy. Franklin Delano Roosevelt, sur le chemin de son retour de Yalta, où il avait été probablement très occupé, malade, il va s'éteindre quelques mois plus tard, prend la peine de s'arrêter dans le canal de Suez pour rencontrer Ibn Saoud, qui est le fondateur, qui a donné son nom à son pays, qui est le fondateur de l'Arabie Saoudite, pour sceller une alliance sécurité contre pétrole qui va perdurer jusqu'à nos jours et qui constitue sans doute l'alliance la plus stable et la plus contre nature de l'histoire moderne, et qui aura perduré jusqu'à y compris au-delà du 11 septembre. 11 septembre, dont, je crois, 15 des terroristes sur 19 étaient saoudiens. En tant qu'historien, s'interroger sur le hiatus que constitue l'événement 11 septembre suivi de l'événement guerre d'Irak est très préoccupant. En tout cas, il illustre le fait qu'envers et contre tout, cette alliance baroque est néanmoins d'une stabilité sans... peut-être que les Anglais et les Américains se sont plus fâchés depuis 1945 que les Saoudiens et les Américains, ce qui est intéressant. Alors, venons-en maintenant, après ces quelques aperçus comme ça, de l'importance que le pétrole a pu avoir dans le cours du XXe siècle, lorsqu'il était surabondant par rapport aux besoins de notre grande machinerie thermo-industrielle. Essayons de regarder un peu devant, et notamment dans notre contexte à nous, d'Européens. Est-ce que, oui ou non, il y a des limites physiques qui, de gré ou de force, risquent de s'imposer à nous, au cours de cette génération, qui pourrait marquer un point de rupture dans l'évolution de l'univers technique que nous développons depuis 2 siècles. Bon, ça, on peut être d'accord là-dessus. Les réserves de pétrole ne sont pas infinies. Alors, est-ce que le problème, est-ce que Mad Max, c'est 2020, 2030, ou est-ce que c'est jamais ? On peut résumer la question comme ça. Vous savez qu'il y a Mad Max 4 qui sort dans quelques mois. Donc, voilà. Dans notre contexte à nous, d'Européens, vous savez déjà que nous ne sommes pas les mieux lotis en
source d'énergie abondante et pas chère. Donc faisons un peu un état des lieux. D'abord, est-ce qu'il y a un problème? Ça, c'est la production pétrolière de Total. Si devant première société française, sa production pétrolière a diminué. Alors ça, c'était le dernier point, ça a encore augmenté, est en déclin constant et rapide depuis 2004. Ça, c'est la somme des 5 principales majors historiques. Leur production décline également depuis 2004, lorsqu'on la somme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle décline en dépit d'une augmentation très importante des capitaux investis dans la production, les CAPEX, comme on dit. Donc, vous mettez de plus en plus d'engrais et la récolte chute. Là, c'est une vision encore un peu plus élargie. Ce sont je crois, les 10 premières sociétés pétrolières cotées. Donc, on voit le même décrochage. Production, CAPEX. Et là, vous voyez qu'il y a un décrochage à nouveau dans les CAPEX. C'est simplement qu'il y a des actionnaires qui commencent à se lasser de ne pas avoir des retours sur investissement suffisamment importants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'on a un pic pétrolier ou est-ce qu'on n'a pas un pic pétrolier? Vous avez sans doute tous entendu parler des huiles de schiste, des pétroles de schiste. Je ne vais pas m'étendre sur le problème de traduction qu'il y a derrière ce mot. En fait, quand on parle de pétrole de schiste ou de gaz de schiste, c'est la même chose. On parle en réalité de pétrole ou de gaz de roche-mère. Ce qui veut dire qu'en fait, on va fracturer une roche dans laquelle les hydrocarbures sont générés. Bon, vous êtes, je crois, pour la plupart ici géologues, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va fracturer, en gros, une roche qui n'a pas complété la maturation des hydrocarbures. Voilà. Il y a un prospectiviste de BP avec qui j'ai discuté de ça récemment qui avait trouvé cette image assez rigolote. Il dit « Nous sommes dans la situation de rats de laboratoire qui ont fini de manger les cornflakes et qui s'aperçoivent qu'ils peuvent manger le carton de la boîte. » Donc c'est à peu près ça. Alors est-ce qu'on a un pic pétrolier? Donc effectivement, la production mondiale continue à croître. Simplement, si on enlève les États-Unis et le Canada, donc les deux sources principales de pétrole non conventionnel, pétrole de schiste dans le cas des États-Unis, et sable bitumineux, je ne m'étends pas sur ce que c'est que le sable bitumineux, au Canada. Si on enlève ça, en fait, on a un déclin léger, mais un déclin tout de même par rapport à un pic atteint en 2008. Et si on enlève, je vous rappelle que l'Irak, pour des raisons politiques, pas pour des raisons géologiques, a été sous-exploité, si on veut dire en termes pétroliers, grâce, avec tous les guillemets requis, à un quart de siècle de guerre et d'embargo. Donc si on enlève Canada, Arabie Saoudite et Irak, Arabie Saoudite, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils produisent de manière relativement stable. On a un déclin de ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, qui est pas négligeable. Donc on a une situation... Alors, je ne veux pas dire que ceci est irréversible, je veux pas dire que... je veux dire ce qu'il y a là. C'est-à-dire que dans un contexte où on parle beaucoup des ressources, on parle de l'Arctique, on parle de l'offshore très profond, on parle du boom, surtout des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis qui sont un peu comme un bain de jouvence pour le pays de l'or noir qu'on appelle les États-Unis. Dans ce contexte-là, il ne faut surtout pas perdre de vue l'enjeu essentiel qui est le déclin de la production existante. Tout champ, vous savez, c'est une gaussienne, tout champ mature, toute ressource finie connaît une phase de croissance, un plateau et une phase de déclin, nécessairement, quelle que soit la taille du verre. Et quelle que soit la taille des pailles qu'on met dans le verre, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, le taux de déclin de la production existante, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on arrête de forer? La production décline de l'ordre de 5 à 6% par an. Ce qui veut dire qu'à l'échelle mondiale, il faut développer l'équivalent de 4 Arabies Saoudites tous les 10 ans. Ne serait-ce que pour maintenir la production à son niveau. Donc vous voyez tout de suite l'enjeu. 4 Arabies Saoudites, c'est la moitié de la production mondiale. Il faut trouver l'équivalent d'une nouvelle mer du Nord tous les ans, ne serait-ce que pour compenser le déclin de la production existante. Ça, il y a un consensus là-dessus sur les pétroliers. On sait que si on doit continuer à développer la production mondiale, il faudra le faire nécessairement
il faudra le faire nécessairement avec des pétroles non conventionnels. Le pic mondial du pétrole conventionnel est officiellement franchi, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, depuis 2008. Alors regardons un petit peu comment se traduisent ces enjeux-là dans notre contexte de consommateurs européens. Vous voyez déjà avec ces deux chiffres où se trouve la partie, où se trouve le centre de la partie. Si on imagine que l'exploitation des ressources finies à la surface du globe, sous la surface du globe, se joue un petit peu comme une partie d'échec, c'est une partie d'échec à un niveau géopolitique, la fin de partie se jouera au centre de l'échiquier, au Moyen-Orient. Nécessairement. Le dernier baril de brut a toutes les chances d'être puisé quelque part autour du Golfe Persique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le ministère du pétrole en Irak en 2003. Et ça, c'est feu le roi Abdallah que Hollande est allé rencontrer. On veut leur vendre des centrales nucléaires aujourd'hui. Bon, je ne tente pas là-dessus. Donc, dans notre contexte européen. OK. Là, j'ai représenté à chaque fois les capacités de production, pas les réserves, sous forme avec ce petit idéogramme, à peu près la proportion des capacités de production, de la production, pardon. Donc vous savez déjà tous que notre source de pétrole la plus proche connaît un déclin géologique prononcé depuis l'an 2000 pour le gaz et le pétrole. La mer du Nord, c'est pas très vieux, hein, pourtant. Ça a été développé à partir de la fin des années 70, à l'issue du premier choc pétrolier. Et pourtant, on a là le cas d'école d'un déclin structurel, géologique, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, un déclin qui n'est pas dû à des phénomènes, ce que les pétroliers appellent above ground, c'est-à-dire pas une guerre, pas un problème d'accès à des capitaux, pas un embargo comme en Iran, mais simplement un problème géologique. C'est-à-dire qu'on a aspiré très très fort sur le verre, et ben, plus on boit un verre d'eau vite, et plus vite il est vide. C'est Stiglitz qui a dit, dans une interview qu'il a donnée à la BBC, il a dit les Anglais, vous êtes quand même pas très honnêtes quand vous parlez du succès économique de la fin de la période Thatcher. Il dit, en fait, vous avez eu une parenthèse d'abondance énergétique où votre balance commerciale est devenue excédentaire parce que vous aviez ça. Bon, bah ça, notre première source de pétrole, là, ça fait 10 ans que maintenant, vous ne trouverez pas un seul pétrolier qui vous dira « mais c'est réversible avec telle et telle technique, on peut... » Non, la partie est terminée. Alors ensuite, notre deuxième source de pétrole la plus proche, pétrole et de gaz, d'hydrocarbures, c'est où? La plus proche géographiquement de nous, la Russie, non, il y a beaucoup plus près. L'Algérie. Donc ça, c'est le déclin de la production pétrolière. On a perdu 52% de la production pétrolière en mer du Nord en 10 ans. En 15 ans, pardon. Et ça continue. Donc l'Algérie, on le sait moins, sauf si on s'intéresse de près à l'actualité de ce pays-là, mais la production de la Sonatrach, la production pétrolière algérienne et gazière, est en déclin. Déclin, d'après des anciens de la Sonatrach qui parlent assez librement, un déclin de même catégorie que le déclin de la mer du Nord, c'est-à-dire un déclin géologique. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, il y a des grosses manifestations dans le sud contre l'exploitation des pétroles de schiste et du gaz de schiste. Il y a Liberton qui est actif là-bas. Si les pétroliers algériens se résolvent à tenter de taper dans les pétroles non conventionnels, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est parce que leur production conventionnelle décline. Alors, on peut débattre sur la réversibilité de ce déclin. En tout cas, les pétroliers de la Sonatrach que je connais disent que non, c'est un déclin géologique. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Ensuite, c'est où? L'autre source qui est proche de nous, c'est la Libye. La Libye, c'est intéressant. Alors, il y a des petits problèmes, above ground en Libye. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le pic a été atteint avant la guerre civile, en 2008. Il y a eu un pic, en tout cas, de la production en Libye. Et bien sûr, les conditions actuelles ne sont pas tellement propices à faire les investissements suffisants pour compenser
le déclin de la production existante. Alors élargissons le spectre. Le Nigeria, comme beaucoup d'autres exemples que je vais donner, je vais passer plus vite, est confronté à des taux de déclin naturels, vous voyez, production decline rates pegged at 20% par an. Dans certains coins, si vous ne faites rien, si vous vous contentez de pomper le brut, la production décline de 20% par an. Donc là, il faut énormément de capitaux pour espérer maintenir la production. Donc je l'ai mis en jaune avec un petit point d'interrogation, c'est-à-dire que la production est flat aujourd'hui, mais elle pourrait très bien entrer en déclin si l'input d'investissement n'était pas suffisant. C'est la même chose au Gabon. Le Gabon, nos anciennes colonies, nos anciens précarés pétroliers, le Gabon, vous voyez la production gabonaise, elle a franchi un pic, il y a plus de 10 ans. Le Congo-Brazzaville, ben les ressources pétrolières du Congo-Brazzaville pourraient être moins éternelles que Sassou Nguesso. L'Angola, on a le même type de problème. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un input de capitaux suffisants pour espérer maintenir à terme la production. Donc ce n'est pas de là qu'il faudra attendre une augmentation de la production. L'Irak, j'y reviens pas, elle est en vert. C'est de toute évidence la seule source de pétrole qui puisse être développée massivement aujourd'hui, techniquement. Alors heureusement, Daesh a pris Mossoul, mais n'a pas pris Kirkuk, ni ne s'est pas avancé dans les champs au sud de l'Irak, où est l'essentiel de la richesse pétrolière irakienne. Donc pour l'instant, on conserve un a priori optimiste sur les capacités de l'Irak à développer sa production. La reine au centre de l'échiquier, ben, j'en parle pas parce qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. On suppose que sa production restera, n'augmentera pas en tout cas. Le Koweït et l'Iran, là c'est intéressant, dans le cadre, on retrouve ce problème d'accès aux capitaux nécessaires pour maintenir la production. L'Agence internationale de l'énergie nous dit attention, si les sanctions contre l'Iran continuent, la chute de la production conjoncturelle qui est constatée aujourd'hui risque de se transformer en déclin structurel, faute de capitaux. On retrouve toujours cette même problématique. L'Azerbaïdjan, qui est la plus vieille source de pétrole sur le continent eurasiatique, est en déclin. Le Kazakhstan offrait de très très belles perspectives pour aller cueillir Le Kazakhstan, ça fait partie des zones qui sont exploitées depuis longtemps. On a comme tropisme, comme n'importe quel animal, de commencer par cueillir les fruits à portée de main bien mûrs, avant de se décider à prendre une échelle, aller chercher les fruits pourris en haut de l'arbre. Et en faire éventuellement de la compote, parce qu'ils sont un peu trop pourris, on ne peut pas les manger comme ça. Le pétrole, c'est pareil. Aujourd'hui, la source de pétrole au Kazakhstan capable de compenser le déclin de la production existante se trouve en mer Caspienne, au large. Alors pas par grande profondeur, mais dans des conditions géologiques extrêmement techniques, dangereuses. Il y a du soufre, ça explose. Il fait 30 à 40 l'été, il fait moins 40 ou moins 30 l'hiver, avec des tempêtes, vous imaginez ce que ça fait sur les matériaux. Aujourd'hui, c'est pire que Flamanville, comme projet industriel. C'est-à-dire que ça coûte encore beaucoup plus cher et ça a pris autant de retard. La Russie, bon, je ne vais pas m'attendre là-dessus, vous comprenez bien, l'Agence internationale de l'énergie dit attention, la Russie est partie pour un déclin de la production dans les années qui viennent. Il le disait mezza voce, cette année il l'affirme, encore une fois, parce qu'on pompe du pétrole là-bas depuis un siècle, qu'il y a énormément de champs qui sont en déclin prononcé, et que donc il faut des capitaux énormes. Quand je dis capitaux, ce n'est pas des dollars, c'est des pompes, c'est des systèmes d'injection de vapeur ou de flotte pour booster le débit. Donc si on n'a pas ça, et vous comprenez bien qu'aujourd'hui le contexte n'est pas très favorable à des investissements venant de l'étranger, puisque les Russes ont eu un décrochage technologique qui fait qu'ils ont besoin de faire appel à l'expertise des pétroliers, notamment des pétroliers occidentaux et chinois. Donc si on résume tout ça, là vous avez toutes les sources d'approvisionnement de l'Europe et de la France en particulier. Pourquoi je ne mets pas les États-Unis? Parce que les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut lire parfois chez certains confrères, sont encore très 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 loin de redevenir excédentaires. Donc le pétrole de schiste, c'est une histoire américaine qui ne sort pas des États-Unis, qui va sur la fourmilière des États-Unis.
Donc là, avec toutes nos sources, enfin disons 95% de nos sources de pétrole, bah, vous ne voyez pas beaucoup de vert. On peut se réjouir de ça si on est écologiste et qu'on ne voit pas très très loin. Les conséquences d'un défaut d'approvisionnement pétrolier pour des nations techniques sont potentiellement cauchemardesques. Je vous cite 3 exemples rapidement. Après la chute de l'URSS, l'industrie pétrolière russe a été complètement laminée, et ce qui fait qu'ils ont très très peu exporté. Il y a eu 2 pays qui en ont souffert particulièrement. C'est la Corée du Nord. Il y a eu des millions de morts, de faim. Et Cuba, dont on peut dire qu'ils ont un régime politique peut-être moins démentiel que celui de la Corée du Nord, mais qui bénéficie aussi d'un climat un peu plus clément, a vu renaître l'agriculture, notamment en zone urbaine. 3e exemple, qui est plus polémique, enfin en tout cas les choses sont moins étayées, mais quand même il y a matière à réfléchir, c'est la Syrie. Il se trouve que la Syrie a été un producteur pétrolier de second ordre, relativement important, et qu'elle a franchi un pic de production à la fin des années 90, et que ce franchissement du pic de production a eu des conséquences sur la manne, a grévé la manne pétrolière de la Syrie, et il se trouve qu'il y a un lien direct entre ce pic pétrolier et la fin du welfare state à la syrienne, c'est-à-dire qu'ils ont, à partir du milieu des années 2000, ils ont coupé les subventions agricoles, coupé les subventions au carburant, et on pense que ces 2 décisions ont eu un rôle non négligeable dans la déliquescence de la société syrienne par le biais de la misère, répandue ainsi. Alors aux États-Unis, juste je fais une petite parenthèse là-dessus. Là, vous avez un papier qui explique la réévaluation des ressources en pétrole de schiste et en gaz de schiste en Californie. En fait, il faut se méfier. On veut toujours montrer la mariée la plus belle possible. Il faut toujours se méfier de ce que vous lisez dans la presse en termes de capacité de développement industriel, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein, ça vaut pour le nucléaire, par exemple, aussi. En Pologne, l'Agence internationale de l'énergie et Washington promettaient monts et merveilles sur les capacités de production de pétrole de schiste de la Pologne. En fait, tous les prospecteurs ont plié bagage là. C'est trop profond. Il y a des conditions géologiques qui font que ce n'est pas commercialement exploitable. Pour l'instant, le boom du pétrole de schiste, pour Washington, c'est quelque chose qui se terminera aux alentours de 2020, dans leur scénario de référence. Donc là, vous voyez le déclin, vous voyez le pic pétrolier du pétrole conventionnel américain en 70, qui a induit beaucoup de choses, également au niveau géopolitique. Les petits tracas rencontrés tout autour du Golfe Persique sont postérieurs à cette date-là. Pour illustrer à nouveau que c'est un problème, ce problème des limites des ressources pétrolières, que c'est tout sauf une lubie de décroissants fumeurs de cannabis, vous voyez qu'on a un certain nombre d'institutions où il y a assez peu de chevelus. Je ne sais pas pour la consommation de cannabis, mais en tout cas, voilà, toutes ces institutions-là ont produit des rapports circonstanciés sur... Alors, c'était avant le boom du pétrole de schiste. Il est vrai que le boom du pétrole, des gaz de schiste et du pétrole de schiste rebattent un peu les cartes, mais ce que je viens de vous expliquer là devrait vous inciter à penser que le problème posé par le pic pétrolier n'est pas forcément devenu obsolète. Alors pour terminer, je voudrais vous inviter à réfléchir 2 secondes à ce que c'est que cette source d'énergie abondante et pas chère, dont on sait aujourd'hui, même sans être très versé dans ces questions-là, qu'elle sera difficilement remplaçable. Moi, mon opinion par rapport à l'impasse des négociations climatiques, dont l'enjeu principal est la sortie des énergies fossiles et maîtrise des énergies carbonées en tout cas, mon point de vue, c'est que le blocage sur les négociations climatiques internationales n'est pas dû à un problème de prise de conscience. Il est dû, à mon sens, au fait qu'on ne sait pas faire de croissance économique sans énergie abondante et pas chère.
les ENR, enfin les énergies renouvelables, le nucléaire, toutes les autres formes de production énergétique sont plus chères, plus compliquées, éventuellement moins écologiques. Et je ne parle pas seulement du nucléaire, on pourra en discuter, mais il n'y a pas de solution simple de remplacement. Voilà. Et l'or noir, c'est intéressant comme expression parce qu'elle traduit le caractère tout à fait exceptionnel du pétrole en tant que source d'abondance sans égale. Pourquoi ? C'est une raison fondamentalement physique. Toutes les autres industries d'extraction, il faut continuer à investir en permanence pour pouvoir générer du profit. Le pétrole, vous faites un trou, enfin à l'âge d'or, hein. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui, c'est même tout à fait exceptionnel. On fait un trou, les hydrocarbures remontent de leur propre pression, et vous êtes tranquille pour quelques décennies, quelques siècles si vous appelez l'Arabie Saoudite, et quelques dizaines d'années si vous appelez la Grande-Bretagne et la Norvège, et que vous venez de développer les champs offshore en mer du Nord. C'est-à-dire que, pour parler en termes économiques, c'est une industrie dont le caractère exceptionnel se définit par le fait que les investissements, le coût des investissements marginaux, c'est-à-dire les investissements qu'il faut faire à chaque année supplémentaire, sont exceptionnellement bas, voire nuls, à l'époque où on a découvert le Texas, où on a ouvert les premiers champs en Iran. On amenait les matériaux, on amenait le trépan, on forait, on récupérait, on mettait éventuellement en place le pipeline, et ensuite on était peinard pour 20 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de source de profit plus fantastique que le pétrole. Le pétrole, l'industrie pétrolière, son chiffre d'affaires est 5 fois supérieur à celui de n'importe quelle autre industrie. C'est 5 000 milliards, le chiffre d'affaires du pétrole, grosso modo, c'est 5 000 milliards de dollars en 2013. La seconde industrie derrière, c'est l'industrie automobile, qui a un petit peu à voir avec le pétrole, c'est 10 fois moins. OK ? Donc, pour terminer un peu, pour donner un aperçu de ça, comprendre à quel point le pétrole a été cardinal dans l'histoire du XXe siècle quand il était surabondant, on peut s'interroger sur ce qu'il va se passer lorsqu'il le sera moins abondant. Les profits du pétrole ont structuré Wall Street. Les deux plus grandes banques du XXe siècle, la Chase et Citibank, sont deux banques Rockefeller. L'une des deux, on l'appelait même Citibank, qui est aujourd'hui encore un des leaders mondiaux de l'industrie financière, on l'appelait la banque du pétrole. Et la Chase, elle a été, l'actionnaire majoritaire s'appelle Rockefeller. Bon, ça, je vais passer. Alors, juste pour terminer, vous voyez, ça, c'est le choc de 73. Je vais vite là-dessus. Mais le choc de 73, on a tous appris ça au lycée. On l'a interprété comme tout le monde comprend que c'est un point de bascule dans l'histoire économique moderne. C'est le début de la dette massive dans les vieilles puissances industrielles, le début du chômage de masse dans ces mêmes vieilles puissances industrielles. Il y a un point de bascule qui se passe là. Ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est qu'on a une vision en général, pour le moins caricaturale, de ce qui s'est passé en 73. En 73, grosso modo, on a l'idée que ce sont des princes arabes avides et capricieux qui ont fait des facéties à l'occasion de la guerre du Yom Kippour. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On pourra en rediscuter, mais on s'aperçoit qu'il y a un lien direct entre le pic de 70 de la production américaine et le choc de 73. C'est-à-dire que c'est le fait que les États-Unis n'arrivaient plus à accroître leur production qui a tendu un marché et qui a rendu possible un embargo efficace, ô combien efficace, et derrière, l'envolée des cours du baril, qui a eu en cascade, notamment la faillite de la ville de New York, par le truchement des taux d'intérêt, de l'influence de l'inflation sur les taux d'intérêt. Tout ça est massif. Vous comprenez qu'un input énergétique massif a des effets ambivalents. Et que, par exemple, les États-Unis, Wall Street, a récupéré plus de pétrodollars qu'il n'en est sorti par les poches des automobilistes américains, des choses comme ça. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Je voudrais terminer juste sur une question, qui est une vraie question, parce que moi,
c'est une question que j'expose dans le bouquin, mais je ne conclue pas, parce que je pense qu'il y a encore un peu de boulot à faire là-dessus. Mais dans quelle mesure ce qui s'est passé en 2008, la crise qu'on appelle crise des subprimes, a partie liée avec une longue phase d'augmentation des cours du baril qui démarre en 2003, ou en 98, mettons, et qui se termine, vous vous rappelez tous, par un pic historique du cours du baril qui était monté jusqu'à 147 $ en 2008. On considère que la crise de 2008 est une crise financière. En 1973, il y a eu aussi une crise financière. Hein. La plupart des activités humaines sont innervées de pétrole. Donc si le cours du pétrole augmente, il y a un impact sur l'inflation générale, qui touche à peu près tous les domaines d'activité. Et cette inflation, elle a un impact sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que les banquiers, s'ils veulent continuer à se rémunérer, ils sont obligés d'augmenter les... Enfin, obligés. Ils augmentent leur taux d'intérêt pour ne pas perdre d'argent du fait de l'inflation. OK ? Ça a un impact. Voilà. Le choc de 73, le choc de 79, ce n'est pas seulement des chocs pétroliers, ce sont des crises globales qui ont impacté tous les registres de l'activité humaine dans tous ces recoins, dans toutes ces variations. En 2008, je voudrais juste terminer là-dessus, ce qui est intéressant, j'allais dire rigolo, c'est de voir que là, vous avez le taux directeur de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire le taux auquel le taux principal d'intérêt aux États-Unis. Et là, vous avez le rythme d'inflation des produits pétroliers. Vous voyez que ça a marché ensemble. Hein. Et on a regardé dans les minutes, je me suis amusé à regarder dans les minutes de la Fed, comment est-ce qu'ils motivaient leurs décisions. À chaque fois qu'ils ont augmenté par palier comme ça leur taux d'intérêt, la raison principale qui a été évoquée, c'était l'inflation. Et à l'intérieur de cette inflation, la cause principale était l'envolée des cours du pétrole. Vous vous rappelez au début que tout ça coïncide... Alors là, je me risque à quelque chose. Non, j'aurais pas dû faire ça, c'est trop loin. Bref, vous vous rappelez mon grand graphe au début, là, où on voyait les 30 Glorieuses, le premier pic, le premier choc pétrolier, le second choc pétrolier. 2008, rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'est le pic du pétrole conventionnel. Donc il y a une tension qui se crée à ce moment-là. Une tension, augmentation des capex. En fait, on cherche à faire cracher le sol un maximum de pétrole. Et on a du mal. Et du coup, ça a un impact sur le prix du baril. Ce prix du baril a un impact direct, d'après la Fed, sur la motivation de l'augmentation des taux d'intérêt. Et c'est cette augmentation des taux d'intérêt qui aboutit à l'éclatement de la bulle du marché hypothécaire, dit marché des subprimes, aux États-Unis. Et ça c'est relativement iconoclaste comme parallèle. C'est-à-dire que pour personne, vous ne lirez pas dans la presse que la crise de 2008 est une crise du pétrole. Et en fait, c'est bien possible. Voilà. Voilà pour un petit aperçu historique et prospectif de tout ça. À quel point nous sommes chevillés, notre histoire à venir, et chevillés à l'histoire de cette énergie abondante et pas chère qui s'appelle pétrole. Voilà. Merci.